Quelques pensées pour nous aider à avancer en méditation. Parfois être dans le silence, c'est savoir détendre l'esprit. Un peu comme on arrive à détendre le corps, le reposant. Comment est-ce qu'on peut détendre notre esprit? Sans s'en rendre compte, l'esprit peut parfois être très tendu. Des tensions associées aux inquiétudes, des tensions associées au stress, aux obligations, au sentiment de devoir faire quelque chose, de devoir être d'une certaine façon ou d'une autre. Et prendre le temps de méditer, c'est un peu se donner le temps de lâcher prise, laisser aller, tout abandonner pour quelques instants. Juste être avec soi-même et détendre l'esprit. Donner la chance de transformer notre esprit. Être détendu, c'est pouvoir laisser nos pensées aller beaucoup plus loin. Sortir les pensées du limité pour tourner les pensées vers l'illimité, vers ce qui nous dépasse. Et quand j'ai le sentiment d'avoir l'esprit détendu, ce n'est pas qu'il est libre des pensées, mais au contraire, ce sont mes pensées qui libèrent mon esprit en étant beaucoup plus vaste, en devenant des pensées qui m'amènent beaucoup plus loin, qui étirent ma conscience, qui allongent la vision que j'ai de ce qui m'entoure, de ma vie. Et quand j'ai l'esprit détendu, c'est comme si mes pensées pouvaient voyager beaucoup plus librement. Mes pensées deviennent libres. Je peux visualiser sur l'écran de l'esprit des scènes de nature, la mer, les forêts, les montagnes, le soleil, mon esprit libre. Il peut voyager. Et quand mon esprit se libère de toutes les tensions, il devient très léger. Et c'est alors que je crée des pensées positives, des pensées pures et des pensées élevées. J'arrive à me dire qu'il n'y a aucun problème, que tout est exactement comme ce doit être, que tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant était exactement ce que j'avais à vivre pour pouvoir vivre ce qui me reste à vivre. J'accepte le passé et j'accueille l'avenir.
et je me sens libre dans le moment présent. C'est comme si je pouvais étirer mes pensées dans l'infini, dans la lumière. Je peux émettre une onde de paix tout autour de moi. Mon esprit est libre. Mon esprit est complètement détendu, sans aucune tension. Mes pensées voyagent. Et mon esprit est libre. Je ne ressens plus aucune négativité. Seulement du bien-être. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue, content de vous retrouver. Je savais pas qui se cachait derrière les couvertures, alors content de vous ressortir du lit, c'est bien, tout le monde va bien. On va aborder un thème vraiment intéressant pendant la prochaine heure, le lien entre la méditation et ce sentiment d'être libre. Et je ne sais pas combien d'entre vous aimeraient être libérés. De quoi est-ce qu'on aimerait se libérer et comment est-ce qu'on peut se libérer? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois aujourd'hui ou... Oui? Ok, il faut que je fasse attention à ce que je dise. Si on veut vous revoir une deuxième fois, ok, je vais me forcer pour être correct alors. Bienvenue, bienvenue. Je pense que tout le monde ici aime la méditation, oui? C'est quelque chose que vous aimez? Je suis sûr que tout le monde aimerait avoir encore des meilleures méditations, non? Est-ce qu'on sait tous qu'est-ce qu'on peut atteindre en méditation? Jusqu'où on peut aller en méditation? Vous mesurez jusqu'où les lèvres peuvent aller quand ça rigole, puis jusqu'où ça s'étire. Avez-vous déjà essayé d'étirer vos lèvres jusqu'où ça va? Non? Ça fait partie de la méditation aussi. Hein? Les gens pensent que la méditation, c'est très sérieux, puis très zen. C'est vrai que c'est un peu sérieux, surtout quand on s'endort, c'est très 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 sérieux. Mais si on s'endort pas, la méditation peut être très 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 joyeuse, très énergisante, très dynamique, très drôle aussi. Avez-vous déjà eu des méditations drôles? Non? Ça existe? Avec vous? Oui, avec moi, c'est vrai que ça a tendance à... On dérape un petit peu vers là. Parce que la méditation, c'est vrai que ceux qui viennent régulièrement sont un petit peu accros, il faut quand même l'avouer. On est un petit peu, je dirais pas dépendant, mais consommateur de moments de méditation volontairement. Et ce qu'on ressent souvent, c'est qu'en méditation, il y a c'est comme s'il y avait toute une nouvelle dimension qu'on peut explorer. Et moi, ça fait plus de 30 ans que j'explore un petit peu cette dimension du silence, de la méditation. Puis je vous garantis qu'il n'y a pas de fin. Qu'à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir découvert une nouvelle île déserte, magnifique, ça y est, je m'établis, je m'installe là. Tu regardes un peu plus loin et tu dis « Ah, mais là-bas, il y en a un autre, non? » Moi, j'aimais beaucoup, à l'époque, aller me promener. Oh, yeah, and it's very French, yeah. You can talk to the person at the reception, they will give you some ideas, yeah. Sorry. Et j'aimais beaucoup aller me promener dans les montagnes et ce que j'aimais, c'est que je voyais je prenais des monts raisonnables, puis je me disais, aujourd'hui, je vais essayer d'aller jusque-là.
Et des fois, il paraît pas si difficile, puis finalement, des heures plus tard, t'arrives, puis tu te dis, ben là, il y en a un autre que je voyais pas, qui a l'air pas mal aussi. Et il y a toujours des progressions possibles. Et ce que j'aime beaucoup en méditation, c'est qu'il y a une expansion qui peut continuer autant qu'on veut. Moi, je vois pas jusqu'où on peut, quand est-ce qu'on va arrêter de grandir intérieurement. Physiquement, je sais qu'on arrête à un moment donné, puis après on rétrécit un tout petit peu, mais le corps grandit, puis à un moment donné, il arrête. L'esprit, le cœur, je pense qu'il n'y a pas de limite à cette croissance. Et c'est pourquoi je disais la méditation, ça peut être drôle, parce que le bonheur, la joie, la liberté, elle est bien. C'est quelqu'un qui sort de prison, c'est sympa quand même, non? Si tu as l'impression d'avoir été un peu limité dans quelque chose, puis qu'on s'en sort, ça fait vraiment du bien. Moi, le vendredi soir, c'est ce que je ressens. Non, je devrais pas dire ça. Tu quittes le bureau après 5 jours un peu limité. Ça fait du bien le vendredi soir. C'est une belle invention. Ouais, c'est une belle invention. Mais j'ai toujours besoin de parler à celui qui a inventé la semaine de 5 jours au travail. Je suis pas d'accord. Il aurait dû faire l'inverse. C'est 3 jours de travail et 4 jours de vacances. Ou même 2 jours de travail, 5 jours de vacances. La méditation qu'on pratique, elle vise vraiment à toucher deux points importants en soi. Et le premier exercice en méditation, c'est de se redécouvrir, c'est de se voir. On dit souvent que la méditation, c'est comme un miroir. Et ce qui est étrange, c'est qu'on pense qu'on se connaît, mais on se connaît physiquement assez bien. C'est ce qu'on regarde tous les jours dans le miroir physique. Mais qu'est-ce qu'on connaît de ce à quoi on ressemble dans le miroir spirituel? Et on a une lecture, mais qui est très biaisée, en fait. Nous, on a une lecture de soi-même qui est axée sur quoi? Sur notre expérience, sur ce que les gens nous ont dit, notre propre jugement de soi. C'est très limité souvent. Et ce qui est beau en méditation, c'est que petit à petit, on fait face à un miroir. Et on va découvrir ce qu'il y a de magnifique en soi, mais on va aussi découvrir ce qu'il y a d'assez, comment on pourrait qualifier, de comme ça, de moins magnifique en soi, de parties plus sombres. On peut mettre ça comme ça. On peut découvrir nos ombres. Et dans la méditation, c'est le premier exercice, c'est de vraiment faire cette connexion avec soi-même. Et le deuxième point qu'on cherche à soulever en méditation, c'est une connexion avec l'au-delà, avec le suprême, avec le divin, avec une dimension qui est beaucoup plus forte encore que nous-mêmes. Et on sait qu'elle existe parce qu'on peut la ressentir. Parfois, on sait que ça vient pas de nous. Des fois, il y a une énergie qui nous atteint et on sait que ça vient de l'extérieur aussi. Alors, c'est un peu les deux pôles qu'on va aller chercher dans la méditation. Et dans cette optique-là, on va se rendre compte que dans l'image qu'on a de soi, ce qu'on veut, c'est en fait se libérer de tous les aspects de soi qui nous limitent. Et dans l'expérience du divin, ce qu'on veut, c'est cette espèce de liberté qui nous amène tellement plus loin, dans des zones où on n'aurait même pas imaginé pouvoir voyager. Et c'est là où la méditation devient un exercice d'exploration. C'est vraiment ce qu'on fait. Et la méditation, elle consomme quoi? Qu'est-ce qu'on utilise pour méditer? Pas besoin, on peut utiliser des bougies, un petit poisson rouge devant son bocal, on peut prendre toutes sortes de choses pour méditer. Mais le seul ingrédient de base, c'est les pensées. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que personne ne peut dire « Ah ben moi, je suis né sans pensée. Écoute, je sais pas, j'ai pas de chance. J'en ai pas. » Je pense qu'on n'a aucune excuse. Tout le monde a des pensées. Pas celles qu'on veut, mais il y en a. Et tout le monde peut influencer ses pensées. Et ce qu'on remarque, c'est que on peut être riche, pauvre, talentueux dans certaines choses ou pas. Ça n'a rien à voir avec notre capacité de transformer nos pensées, puis de choisir nos pensées et de penser bien. Et c'est là où on est un peu tous, pratiquement, je dirais, peut-être pas sur un pied d'égalité. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale, donc ça c'est un peu difficile. Mais sinon, on a pas mal tous des capacités à changer nos pensées. Et on voit que des gens peuvent être très motivés,
Moi, j'ai vu des gens, même avec presque des maladies mentales ou des déficiences mentales, être des génies en méditation. Et j'ai vu des intellectuels être totalement incapables de méditer. C'est vraiment... ça avait beau être les esprits les plus brillants au monde, capables de nous éblouir avec toutes leurs théories. Tu les assois dans le silence, alors là, c'est le stress, la panique, l'angoisse, où ils s'endorment en général, c'est souvent ça. Ils s'endorment. Ça n'a rien à voir. C'est qui va être capable de jongler avec les pensées correctement. C'est une autre loterie dans la vie. Et on ne sait pas qui va pouvoir le faire. Et ce qui est bien, c'est que quand on essaye, on ne sait pas ce qu'on va devenir non plus. Tu sais, on peut dire de certaines personnes dans la vie, ben, tu es né dans une famille pauvre, peut-être tu auras moins de chances d'être éduqué, ou ton corps n'est pas en santé, tu ne seras peut-être pas un champion olympique. Mais au niveau de l'esprit, aucune idée. Tout le monde peut se déboucher l'esprit à n'importe quel moment. J'ai souvent parlé de ça, j'aime l'image des éviers bouchés qui se débouchent. Moi, c'est ma plus grande fascination dans la vie. Sincèrement, là, je dois l'avouer. Je suis en thérapie pour ça, hein. Je vais voir un spécialiste d'évier, là, mais j'aime beaucoup le concept d'être pris avec un évier bouché et le moment où il se débouche. Moi, je sais pas, ça me procure une satisfaction. Non, mais je vais en parler à mon psy d'ailleurs, je pense. Je trouve ça très métaphorique. J'ai vraiment envie de faire ça dans ma tête des fois, de se dire, coudonc, c'est bouché. Qu'est-ce que ça va faire du bien quand ça se débouche? Avez-vous le sentiment d'être bouché des fois? C'est vraiment pas, c'est pas très potable tout ça, là. C'est juste, ça reste là. T'aimerais ça que ça parte, puis ça part pas. C'est un évier bouché. Et un esprit bouché, ben, il repense à la même chose. On dit qu'il faut arrêter de penser à ça, ça revient encore. Des choses qui sont là depuis des semaines. Tu sais, un évier bouché pendant des semaines, ça commence à... Mais ça bouge. Hein. Peut-être des choses qui vont bouger là-dedans. Alors, se déboucher l'esprit, c'est fabuleux, quoi. Et dans ce sens-là, on ne sait jamais qui va percer dans la méditation. Et moi, j'ai vu tous les scénarios. Des gens qui ont beaucoup de mal à méditer, mais qui vont aimer la philosophie, puis qui vont continuer à progresser, plus par réflexion. Ils vont réfléchir, ils vont vouloir, ils vont essayer, ils vont réfléchir à plein de choses, mais l'expérience de méditation, elle ne sera pas là. D'autres qui, au contraire, s'assoient, ils comprennent rien de ce qu'on leur dit. Ça, c'est clair. Mais, c'est super, c'est génial, j'ai vu de la lumière, je me sens super bien. Qu'est-ce que je t'ai raconté? Aucune idée, j'ai rien compris. L'âme, non, ça, j'ai pas compris. OK. Vraiment, les deux existent. Hein, et l'un peut devenir l'autre. J'ai vu des gens déboucher, se boucher, puis boucher, déboucher. Ça va dans les deux sens. Ça peut aller dans tous les sens. Mais et les méditations, j'ai vu des gens avoir des grandes expériences, puis un jour, bang. Allô? Je pense que j'ai pas payé ma facture, on m'a débranché. Tu sais, j'ai plus le câble, plus de signal. C'est très frustrant, ça, quand tu es habitué à avoir un signal haute vitesse, puis un jour, tiens, il n'y a plus de signal. Tu vérifies tout, là, qu'est-ce que j'ai fait. Tous les scénarios sont là. Et on apprend que finalement, tout ça nous amène à une seule chose, c'est comprendre la pensée, gérer la pensée, faire des expériences en disant, OK, pendant 5 minutes, je pense à ça, puis je vais voir ce qui se passe. Pratiquer des pensées, voir l'impact de nos pensées, avoir des pensées vraiment déterminées, puis être témoin d'un changement extérieur, puis te dire, oh, je pense que ça a marché, là. C'est vraiment la pensée qui a fait ça. Moi, je pensais au début, quand on nous parlait des différents types de pensées. Tu sais, il y a des pensées inutiles, des pensées positives, des pensées... toutes sortes de types de pensées. Et moi, j'essaie de compter dans une journée combien de pensées inutiles j'avais. J'essaie de les attraper. Tu sais, ah, ça, c'est inutile, regarde. Écoute, t'as mal de tête à la fin de la journée, là. C'est super concentré. Mais d'être conscient de la pensée toute la journée, c'est assez fascinant, quoi. C'est vraiment fascinant. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est long de penser toute la journée. Imaginez que vous deviez parler toute la journée. Ce serait un peu fatigant, non? Si vous deviez parler... Moi, ça me dérangerait pas, mais... tu sais, parler pendant 24 heures. Ce serait quand même, à un moment donné, tu te dis, ben là, je sais plus quoi dire. Là. Mais la pensée, elle continue 24 heures. Elle arrête jamais, 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 jamais.
Ça fait combien de pensées dans une journée? Ça en fait de la pensée. Et c'est là où quand on commence à se dire, mais si je change ce à quoi je pense, puis je commence à mieux organiser ma pensée, ça devient incroyable ce qu'on arrive à faire. Quand on enseigne la méditation, on parle de différents niveaux. Un niveau de lutte un petit peu au début. Il y a toujours une phase en méditation où il faut contrer un petit peu ce qui se passe. Quelqu'un me disait en fait la définition d'une pensée positive. Pourquoi on dit une pensée positive versus une pensée pure ou une pensée élevée? Une pensée positive vient juste contrer le négatif. Le but de la pensée positive, c'est d'annuler le négatif. Ça va mal, mais tu dis non, ça va très bien. Pensée positive, parce que ça va super mal. Mais on se dit, non, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il y a des pensées plus spirituelles, qu'on appelle nous souvent des pensées élevées. Ces pensées élevées, ce sont des pensées qui nous mettent en contact avec ce qu'il y a de beaucoup plus grand en nous. Et des fois, on ose se dire, pensée positive, je suis un être de paix. Et là, tu dis, pas vraiment, j'ai piqué une telle colère aujourd'hui. J'ai cassé toute la vaisselle, moi, je suis pas vraiment un être de paix. Mais, pensée positive, non, à partir d'aujourd'hui, je vais être beaucoup plus paisible. Je suis un être de paix, et d'un coup, on a un sentiment de ressentir une paix tellement profonde qu'on se dit, et si c'était vrai qu'en moi, il existe cette paix intérieure? C'est ce qu'on appelle des pensées élevées. Ça nous connecte avec un état d'être qui est là, qui est latent, et qu'on ne ressent pas souvent. Et la pensée pure, c'est une pensée qui est complètement dénudée de toute intention, de toute motivation, de toute attention au niveau je veux obtenir quelque chose. Une pensée pure, c'est des fois une pensée que c'est comme un cadeau. Tu ne l'attends pas, puis elle vient, puis tu dis waouh, d'où ça sort? Je ne l'ai pas créée. Elle est venue dans l'esprit. Et on reconnaît son authenticité. Elle a un sceau derrière, c'est marqué pur, 100% organique, c'est biologique. Ils sont certifiés maintenant, les pensées pures. Mais c'est vrai que des fois, on a des pensées pures, on a l'impression que ça vient d'ailleurs. Puis c'est en fait ce qu'on appelle souvent des bénédictions, des pensées qui viennent quand le contact est très très fort. Et ça, on en parlera un peu plus tard aussi. Alors, ce type de pensée-là, on n'est pas familier avec ça. Toute la journée, on est, qu'est-ce qu'on fait, il est quelle heure, qu'est-ce qu'on mange, as-tu appelé un tel? On a beaucoup de pensées concrètes sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Après, on réfléchit, évidemment, bien sûr, de façon plus abstraite. Qu'est-ce qu'on pourrait aller, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain, où est-ce qu'on ira en vacances? De temps en temps, on philosophe un petit peu, mais bon, on se fatigue vite, puis surtout si on boit du vin en même temps, là, ça devient un peu confus, notre truc. On arrête. Puis des fois, on a des grosses pensées profondes. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Aïe, aïe. Et là, en général, on pense pas trop longtemps, et là, on sort la bouteille de vin. Donc, il y a quand même un mélange entre le vin et le divin, mais bon, chacun gère ça comme il peut, quoi. On va essayer de l'un à l'autre, si tu veux. Mais comment est-ce qu'on arrive à saisir nos pensées? C'est ça qui est fabuleux. Et notre théorie, c'est que le silence est le conducteur d'une énergie pure. Et de la même façon que pour qu'un courant passe, il faut un conducteur, soit dans l'air ou dans la matière, le métal, il y a un conducteur de courant. L'énergie de l'âme, l'énergie de l'être, a besoin d'un conducteur. Et ce conducteur, ce qu'on dit, c'est que c'est le silence. Le silence permet à l'énergie de passer. Et le problème qu'on a souvent, c'est qu'on ne crée pas ce silence. On est tellement occupé à penser, qu'on ne va pas dans l'expérience du silence. Moi, j'avais la chance depuis quelques jours d'être à Peace Village, un lieu de retraite dans la nature, vraiment dans les montagnes. Puis quand on habite en ville, on oublie à quoi ressemble le silence. Tu es dans un lieu où tu n'entends rien du tout, les petits oiseaux. Puis tu fais juste entendre le silence, ça paraît paradoxal, parce qu'il ne s'entend pas, mais ressentir le silence. Et d'être tout à coup dominé par le silence physique. Là, je parle vraiment du silence physique. Et de ressentir à quel point on aime ne plus parler, être debout dans la nature, puis tu fais rien. Puis je me rendais compte que ce silence physique taisait ma pensée aussi. Tu penses moins. T'as rien que le silence physique.
Et le silence mental, c'est une dimension de l'esprit dans laquelle on crée ce silence. Et l'exercice qu'on propose au début en méditation, c'est d'essayer de ralentir la pensée. C'est juste ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant que j'ai jamais appris à faire ça avant. Quand j'étais à Pisonnet, à ce lieu de retraite, justement, il y avait un des professeurs d'ici, Tania, qui nous avait fait des exercices. Et c'était la première fois qu'elle nous faisait faire bouger nos côtes dans la respiration, puis de sentir les côtes bouger. Et si vraiment on se concentre, c'est vraiment intéressant de juste sentir que nos poumons gonflent. Puis elle nous faisait prendre conscience que la plupart du temps, on respire pas vraiment. On suffoque la plupart du temps. Puis elle nous montrait la posture assise. La plupart du temps, je pense que vous êtes tous comme ça. Ça va, Mathilde, tu peux rester. Mais quand tu changes la posture, puis qu'elle nous faisait ouvrir la cage thoracique, elle faisait bouger le pelvis. Je n'ai jamais fait bouger mon pelvis. C'est intéressant comme expérience. Tu fais tout restructurer. Puis elle dit là, comment vous vous sentez? Puis elle te rend compte que, waouh, l'air circule. C'est quand même incroyable qu'on n'a pas... Ceux qui font peut-être du vipassana et d'autres formes de yoga ou de respiration le savent. Mais c'est très puissant d'ouvrir les canaux respiratoires du corps. Et de la même façon, mentalement, méditer, c'est réaligner la pensée pour tout à coup sentir non pas l'air, mais le silence circuler. Et ce silence, c'est le silence de l'âme. L'âme est une énergie qui peut ne pas penser. L'âme, quand on est dans un corps physique, on apprend le français, l'anglais. Puis si vous écoutez vos pensées, à moins que vous pensiez en langue que vous ne compreniez pas, ça, c'est pas bon signe en général. Si vous entendez une langue que vous comprenez pas, consultez. C'est ce qu'on dit là, consultez un bon consultant près de chez vous. Mais normalement, on pense dans une langue qu'on a apprise. Et si on n'avait pas appris à parler, qu'est-ce qui se passerait dans notre tête? Comment un bébé pense quand il ne sait pas encore la langue? Comment ça pense? Tu regardes ses yeux, tu vois que crème glacée, avant de savoir comment ça s'appelle, il a compris ce que c'est. Tu sais, la maman, avant de dire maman, je pense qu'un bébé connaît vite comment ça marche. Bon, sans faire le parallèle comme trop près, mais un chien, ça pense en quelle langue? Moi, j'avais des chiens de chasse quand on était jeune. On adorait les voir dormir parce qu'ils chassaient dans leurs rêves, tu sais, puis ils avaient toutes sortes de trucs, puis ils bougeaient, puis la preuve, ça rêve un chien, tu sais, ça bouge et il rêve, puis on avait un chien très, très, très expressif. D'abord, il me chassait beaucoup mieux, je pense d'ailleurs, dans ses rêves que pour de vrai. Quand il était réveillé, il comprenait plus c'était quoi le concept, mais dans la nuit, il avait l'air de très bien comprendre. Alors, ça pense, l'âme pense et peut vivre sans avoir des verbes, compléments, adjectifs et autres. Là. Mais on a oublié ça. Et cette non-pensée, en fait, c'est le silence. Et quand on ralentit la pensée, on découvre qu'entre deux pensées, il y a des moments de silence. Et moi, je vous avouerai, mes plus belles expériences de méditation, c'est des fois quand tu es presque en apnée mentale. Puis tu es là, tu penses, puis à un moment donné, la pensée qui te vient, c'est « j'ai pas pensé depuis au moins 30 secondes ». Et ça m'est arrivé pas souvent, mais des longs trous. Puis je dormais pas, ça je vous assure, c'était vraiment conscient. Et quand la pensée n'est pas là, on s'en rend pas compte. C'est quand elle revient, tu te dis « wow, ça fait un bon moment qu'il n'y en a pas eu ». Et de ralentir la pensée au point, c'est ce que recherchent d'ailleurs des grands yogis, de ne plus penser. Et nous, on dit c'est pas une bonne idée d'arrêter la pensée. C'est beaucoup mieux d'emplir la pensée de silence, de paix, de pureté, de signification. Puis naturellement, à un moment donné, elle va faire des pauses. Et dans ces pauses-là, il se passe quelque chose. Il y a une énergie qui circule. Et cette énergie, c'est ce qu'on appelle aussi souvent le yoga. C'est ça, le pouvoir du yoga. Et quand on se connecte avec soi-même, puis qu'on se dit, par exemple, je suis une âme, ça c'est vraiment la fondation un peu de la méditation du Raja Yoga, de changer le paramètre de définition, au lieu de dire je suis Eric, je suis Canadien, de se dire je suis une âme,
C'est comme si on défaisait tous les paramètres habituels de notre pensée. Et de dire « je suis une âme », ce qu'on a remarqué par la pratique, c'est que ça invoque, ça attire à soi des énergies très particulières. Si vous vous dites « je suis un tueur en série », vous pouvez essayer en méditation, mais c'est pas très positif. C'est des images qui vont venir. Je prends des exemples extrêmes, toujours un peu grossiers, mais dites ça, je suis un tueur en série, je tue toute la journée. Non, c'est des images horribles vont nous venir à l'esprit. Mais quand on dit je suis une âme, pas une arme, hein, je prononce bien une âme, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Faites juste essayer, je suis une âme. Quand on dit souvent, j'aime beaucoup cette parabole, on dit, si on était un peu dans l'univers de Saint-Exupéry, et puis qu'on arrivait à dire, s'il te plaît, dessine-moi une âme. Qu'est-ce qu'on répondrait? Ah, écoute, je suis occupé, là, tu comprends pas, j'ai des problèmes. Non, non, dessine-moi une âme. Ouais, ce sera quoi la boîte? La tête, ouais, un corps. Tu sais, le Saint-Exupéry dessinerait un corps, il disait, bon, voilà, un corps, voilà, ça c'est un corps, l'âme que tu veux, elle est dedans. Ça te va? C'est ça l'histoire du mouton et de la boîte. Tu sais, dessine-moi un mouton, ben en fait, il a dessiné la boîte, puis il dit, le mouton, il est dedans. Et nous, c'est exactement ça, la conscience d'âme. Tu sais, il y a une boîte, dans la boîte, il y a une âme. Mais elle n'est pas dessinée. Mais quand on dit « je suis une âme », qu'est-ce qui arrive tout de suite? Et c'est empirique, on l'a expérimenté. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui me dise « moi, ça me stresse beaucoup quand je dis « je suis une âme ». J'ai jamais vu ça. Honnêtement, mais ça aurait pu, tu sais, on aurait pu essayer, puis avoir des plaintes à un moment donné, des gens qui viennent nous dire « écoute, ça fait 3 semaines, 3 mois que je dis « je suis une âme ». Je suis tellement stressé, là, ça. Jamais de plainte à ce niveau-là. C'est tout le contraire. Dès qu'on dit « je suis une âme », ce qu'on ressent tout de suite, c'est apaisant. Le même exemple que je donne souvent, c'est les gens qui regardent les étoiles. C'est la nuit, là, les belles nuits d'été, tu t'allonges, tu regardes les étoiles. Est-ce que vous paniquez en regardant les étoiles? J'ai jamais vu quelqu'un paniquer en disant c'est stressant, il y en a tellement, t'as vu ça? C'est sûr, si vous commencez à les compter, c'est pas une bonne idée, là. J'ai jamais vu les gens stressés comme ça. Il y a tant de étoiles. Non, ça va très bien en général. Regarde le ciel, magnifique, c'est très apaisant. Et l'âme, c'est pareil. On dit « je suis une âme ». Moi, j'ai toujours trouvé ça très apaisant. Et quand on dit « je suis une âme », l'idée qui vient, c'est lumière, paix, amour, bonheur. C'est ça les qualités naturelles de l'âme. Un sac à surprise, ton âme. On aime les surprises un petit peu aussi. Mais c'est apaisant. Et c'est pourquoi la pensée peut être très puissante. Et quand on se dit « je suis une âme », après on va se dire « je suis une âme puissante ». Je suis une âme bonne, tu sais, je suis une âme pure. Ça, c'est intéressant de se dire ça. On ne peut pas se dire « je suis un être parfait ». Je ne peux pas se dire « je suis un être tu sais, qui fait tout comme il faut ». Non, je sais qu'on fait des erreurs, on a plein d'imperfections. Mais l'âme, on peut invoquer dans l'âme des dimensions. Et c'est là où ça devient des pensées élevées et des pensées pures. La pensée positive, c'est juste « non, je suis capable, il ne faut pas que je m'énerve, non, je vais rester patient ». Ça, c'est de la pensée positive. Pensée élevée, ça devient beaucoup plus spirituel. Et moi, je suis une âme qui a une capacité d'être près des gens, d'accepter, de comprendre. C'est un don. Quand on va voir des clairvoyants ou des gens qui ont des dons paranormaux, c'est ça qu'ils ressentent. Ils ne ressentent pas la personnalité, ils ressentent l'énergie de l'âme. Puis là, ils arrivent avec toutes sortes de choses incroyables. Ce qu'ils perçoivent ça. Comment ça se traduit après, c'est un peu flou, mais ils le perçoivent. Moi, récemment, ma nouveauté, justement, dans la méditation, ça a été on avait, ceux qui me connaissent, on avait quelqu'un de nouveau sur l'étage au travail. C'est toujours le fun, tu sais, quand t'as un nouveau sur l'étage, bon, c'est qui, qu'est-ce que tu fais? Puis tu jases un petit peu avec le petit nouveau, là. Tu le testes un petit peu. On le garde-tu à l'étage ou on lui fait peur puis il part? On est très vieux, hein, dans notre étage. On a tous nos petits box, puis t'es un nouveau, tu sais, on va voir. Et le petit nouveau, très dynamique, puis là, j'étais vraiment conscient que cette personne a une énergie.
Tu sais, puis je regardais les yeux, là, puis je disais, hey, il y a quelque chose qui se sent. Je connais pas du tout cette personne, hein, jamais parlé. Mais j'étais juste dans une conscience d'âme, pas d'homme, hein, une conscience d'âme, de sentir, c'est quoi l'énergie de cet individu, sans le connaître. Aucune idée de son background, aucune idée d'où il vient, qu'est-ce que c'est. Juste essayer de capter l'énergie. C'était tellement intéressant de ressentir l'énergie que je me suis mis à scanner un peu d'autres à l'étage. En me disant, tiens, c'est drôle, là, j'ai toujours vu comme un tel dans tel rôle. Tu sais, c'est son rôle. C'est juste scanner, juste l'énergie. C'est quoi son énergie à lui? Ouais. Et c'était fascinant de voir des gens que je connais depuis longtemps, puis à qui je mets tout de suite une étiquette, un tel, un tel, un tel. Mais là, de tout à coup, comme, tu sais, scanner un peu comme un psychic, là, je scanne l'énergie. Je faisais ça très discrètement, je vous rassure. Ça se voit pas. Je me mets même pas devant la porte de l'individu. Tu sais, je scanne, je sens ton énergie. Je n'ai pas de pendule ou de triangle. C'est juste très discrètement. Je pense à la personne puis je me dis quelle énergie elle génère. Puis tu vois qu'il y a des gens qui ont des énergies assez bienveillantes quand même, assez positives. D'autres, sans les connaître, tu sens très rapidement il y a une énergie quand même assez angoissante. Très gentille, très souriante. Mais ce qui ressort, oui, on est au même étage. On ressent beaucoup d'angoisse chez certaines personnes, même si la personnalité, parfaite. Tu sais, les gens peuvent très bien s'habiller, puis être très malades physiquement. Ça n'a rien à voir. Et mentalement, c'est pareil. Alors, j'ai trouvé que c'était une nouvelle façon pour moi de capter l'énergie, et c'est une conscience d'âme. Tu sais, c'est une façon d'être dans la conscience d'âme, mais de ressentir l'énergie. Puis de me dire, et moi, mon énergie, c'est quoi? Est-ce que je peux changer ma fréquence? Essayez ça, de changer votre fréquence. Et c'est très possible. Quand, par exemple, je me dis, je suis une âme bienveillante. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, beaucoup, la bienveillance. Je trouve que c'est tellement doux. C'est la bienveillance. Puis ça désarme tout. S'il y a l'agressivité, s'il y a de la confusion, s'il y a des conflits, de se dire, écoute, moi, mon rôle, c'est d'être bienveillant. Ouais, je vais l'expliquer. C'est quand on se dit ça, moi, ce que j'aime, c'est que c'est pas trop exigeant non plus. Tu sais, dans le sens, la bienveillance, c'est juste une fréquence, une attitude. C'est pas comme de réparer la personne, de faire le bien, d'être toujours aider les autres. Ça, OK, il faut que tu le fasses. Mais la bienveillance, c'est juste une attitude. Et la bienveillance, c'est en fait vouloir le bien pour les autres. Avoir toujours une attitude dans laquelle, moi, mon mantra, souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider? Quoi que ce soit qui se passe, essayez cette pensée, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Même si on ne vous demande rien, qu'on ne vous demande pas d'aider, mais d'avoir la pensée, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ça nous met dans une attitude de bienveillance, plutôt que en réaction à la situation. Parce que souvent, la situation, on réagit à ça. Puis, on a raison, c'est vrai qu'il y a une situation négative, c'est vrai qu'on peut dire, bon, pourquoi tu as fait ça? Tu devrais pas, c'est pas correct. Ça sert à quoi en général? Pas à grand-chose. Puis avant de pouvoir réagir, c'est beaucoup mieux de se mettre dans une position comme ça, mentale, de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Puis là, ça nous met, la bienveillance devient en fait une protection de soi aussi. C'est pas complètement altruiste, la bienveillance. La bienveillance, c'est une posture mentale qui fait que je me mets à vouloir avoir une influence positive, mais sans nécessairement tout régler. La bienveillance ne veut pas dire « je vais tout régler ». La bienveillance veut juste dire « je ne vais agresser personne, je ne vais faire de mal à personne, et si la situation est négative, au moins moi je vais avoir une réaction bienveillante ». C'est très doux comme concept. Alors de se dire, par exemple, je suis une âme bienveillante, ça va déclencher en nous toutes sortes de comportements différents. Beaucoup de non-violence, puis j'utilise un terme fort, là, mais de la non-violence verbale, d'attitude comportementale. Des fois, on n'est pas violent, on frappe personne. Mais on est irrité, puis pas très sympa, quoi. C'est une forme de violence aussi, une énergie. Alors, cette bienveillance, elle est une pensée qui devient, à un moment donné, une pensée élevée. Je suis une âme bienveillante. Puis si on se le dit quelques fois, pendant quelques semaines, ben vous êtes surpris à un moment donné de voir qu'est-ce que ça veut dire. De tout à coup s'observer, non
négatif. Tu observes une situation, puis tu te dis, hey, je me suis même pas énervé. Mais ça élimine des comportements, là, ce type Ouais. de programmation-là. Ouais, ouais. Et j'aime bien ton terme, c'est de la programmation. Sauf qu'à un moment donné, cette programmation devient plus grosse que nous. C'est là où ça devient une réalité. Puis là, tu dis, c'était pas juste de la programmation. Il y a eu une pensée qui fait que une vérité naît en moi, puis je la vois naître. Puis là, je me dis, hey, ça existe vraiment. Puis ça devient plus gros que nature. Et à un moment donné, je vous jure, c'est ce qui se passe. Un jour, vous allez vous surprendre à être bienveillant, alors qu'on s'y attend même pas, puis se dire, waouh, j'ai été bienveillant. Puis là, tu fais, alors, Yoga, ça marche. J'y arrive, hein. Et je vous jure, c'est ça l'expérience qu'on a. On progresse, puis à un moment donné, tu te surprends, tu dis, hey, j'ai été correct, là. C'est quand même un gros accomplissement. Et pour moi, vous allez voir, je fais une grande spirale, mais pour arriver à quoi? Selon moi, c'est ça la liberté. La liberté, c'est de se retrouver tout à coup libre d'une attitude négative dont je souffrais avant. Parce qu'être en réaction à quelque chose de négatif, c'est pas la situation qui en souffre, c'est moi qui en souffre. Mais on peut être indifférent aussi. Ah oui, tu peux être indifférent. C'est plus bas que ça. Alors, je t'inviterai à t'élever un petit peu. Mais l'indifférence peut être, tu sais, un début, peut-être. Pour certains, l'indifférence est un premier niveau à atteindre pour s'éloigner de la violence. Dans ce sens-là, c'est un peu désarmer la bombe au complet au départ. Puis après, j'aime bien ton idée, plus bas dans le sens, oui, soyons honnêtes. Après, on peut faire un pas en avant pour dire de l'indifférence, aller à la bienveillance. Parce que la bienveillance va créer une énergie qui est bonne pour les autres, sans qu'on ait rien à faire. C'est ça que j'essaie de définir. On n'a rien à faire, mais ça fait quand même du bien, la bienveillance. Versus Mère Teresa, je règle les problèmes de tout le monde. Ça, c'est un peu compliqué. La bienveillance, elle ne te demande pas de régler quoi que ce soit. Elle te dit juste de créer une atmosphère propice à ce que le bien se manifeste. Mais tu n'es pas responsable de le faire. C'est ça que j'aime dans la bienveillance. Alors, tout ça vient de quoi? C'est ces moments de silence qu'on va aller créer dans la méditation. Ça paraît long comme détour, mais c'est lié tout ça. Parce que cette capacité à donner vie à des pensées puissantes, il faut aller créer ces moments de silence. Et c'est là où la méditation devient un laboratoire fabuleux. Ceux qui sont, je sais pas, mécaniciens ou un peu menuisiers ou peintres ou musiciens, normalement, tout art qu'on va développer, on a un environnement propice à cet art. Non? Ceux qui sont peintres, ils ont un petit coin quelque part, puis ils ont des pinceaux, puis des trucs. Le musicien a ses instruments. Quelqu'un qui est menuisier ou mécanicien, il a son atelier. Le yogi, il a sa tête. C'est le seul atelier qu'on a. C'est là-dedans que ça se passe. Puis quand on crée cet espace mental où on se dit, tiens, OK, là, où est-ce que j'en étais hier? Ah oui, j'avais essayé d'explorer ça. Puis on retourne dans l'atelier de l'esprit. Puis là, on dit, OK, aujourd'hui, j'allais un peu plus loin. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer une autre pensée. Et moi, je vous assure, l'expérience que je fais, par exemple, c'est avec des gens avec qui je m'entends moins bien. Je pourrais être indifférent. Je pourrais ignorer les individus. Je pourrais éviter les individus. Mais des fois, on n'a pas vraiment le choix. Comme pratiquement le bureau à côté du tien au travail. T'es pris avec, si tu veux. Non, j'exagère. Le bureau à côté, très bien. Mais ça peut être un voisin, ça peut être un parent, un enfant, ça peut être quelqu'un de proche. Et c'est là où ça devient intéressant de se dire, tu peux t'asseoir avec l'individu, lui faire comprendre qu'est-ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit. Souvent, ça mène à rien du tout. Et moi, je me dis, j'essaye de changer mes pensées. Des fois, je me dis, pendant une semaine, il faut que je vois une qualité dans l'individu. Je fais abstraction de tout le reste, je fais juste une qualité. Puis tu essayes de vivre cette qualité. Puis de repenser à autre chose, un moment vécu avec cette personne. J'essaie d'explorer qu'est-ce que je peux faire dans ma tête, tout seul, pour changer le contact avec l'individu. Et je vous assure, c'est fabuleux quand il y a quelqu'un dans notre vie qu'on n'aime pas beaucoup, qui un jour devient finalement une personne qu'on apprécie, puis qu'on sent
que l'énergie du respect est là. Ça ne veut pas dire que je donne une accolade à cette personne tous les jours, puis on mange ensemble tous les soirs. C'est juste que je me suis libéré de cette espèce d'animosité qui était là, de cette espèce de... C'est juste ça. Et cette liberté spirituelle, elle est très, très, très intéressante. On dit, si on pouvait couper les liens de l'esprit, l'esprit monte naturellement. Quand tu coupes les négativités, elles tombent dans le bas. Et l'idée du yogi, c'est de briser les chaînes qui nous limitent, puis de sentir l'esprit s'élever. Les pensées s'élèvent, l'énergie s'élève, la conscience s'élève. Et quand tu coupes un lien négatif, il tombe, tu sais, il disparaît, il monte pas lui avec nous. Et cette liberté-là, elle est précieuse parce que dans la mythologie indienne, ce que les gens ou les maîtres recherchent le plus, c'est ce qu'ils appellent en hindi Jivan Mukti. Et dans la mythologie indienne, il y a deux libérations. Il y a le Mukti et le Jivan Mukti. Donc, un, c'est la libération. Tu quittes ton corps, puis tu retournes au nirvana, puis super. Ça, on dit aux gens à employer avec modération, en fait. Ça vient plus tard. Essayez pas de provoquer le nirvana tout de suite. Mais c'est une forme de libération. Les gens, ils disent « Ah, moi, je vais en finir », puis ils aimeraient tellement quitter le monde, puis jamais y revenir, tellement ils souffrent. Ça existe. Donc, ils parlent du mukti, cette libération de la matière du monde. Et l'autre, c'est Jivan Mukti, la libération dans la vie. Donc, tu fais l'expérience de la libération, mais dans la vie. Et c'est ça qu'on développe beaucoup dans la méditation, c'est comment se libérer de toutes nos souffrances, de nos limitations, de nos négativités, mais tout en vivant sa vie de tous les jours, sans quitter la famille, les amis, le travail, etc. Et c'est là où on a besoin du laboratoire. Et la matière première sont les pensées, mais le conduit, l'espèce de matériau qui va permettre à cette énergie de passer, c'est le silence. Alors, dans la méditation, ce qu'on va faire, c'est gérer les pensées, donc choisir des pensées, mais avoir cette conscience, comment est-ce que je peux donner à ma pensée une qualité de silence? Et il y a des pensées, si on se dit par exemple, tiens, je suis un être d'amour, tu sais, je suis quelqu'un qui aime, je génère de l'amour. C'est très facile. Un amour limité, pensez à quelqu'un que vous aimez. Un enfant, vos parents, votre ami. Pensez maintenant là, à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis essayez de repenser juste à un moment où vous vivez cet amour avec l'individu. Juste repenser à quoi ça ressemble. Ce moment où on aime cet individu. Et après, donc ça c'est un niveau d'amour. Maintenant on se dit, cet amour-là, je peux le vivre même si l'individu n'est pas avec moi. Ça m'appartient cet amour. C'est juste que l'individu déclenche en moi un état d'être. Mais étrangement, c'est là où le silence est fabuleux, cet état d'être, il peut vivre sans l'individu. Et ça veut dire, moi je suis une âme emplie d'amour. Et les maîtres spirituels, c'est ça qu'ils sont. Ces gens-là, ils sont amour, peu importe qui est devant eux. C'est ça à quoi on aspire. Évidemment, si cette même personne à qui vous pensez revient, vous allez voir qu'en fait, votre amour va encore plus grandir. On ne sera pas limité. C'est pas qu'en ayant de l'amour pour tous, on en a moins pour les individus qu'on aime. C'est proportionnel, tout augmente. Et c'est ça qui est magnifique. Et de se dire, je suis un être d'amour, ça paraît bizarre au début parce qu'on ne se l'est pas dit souvent. Puis les autres vont avoir la preuve qu'on ne l'est pas. Donc, faut pas leur donner la parole. Si on dit, oui, tu te souviens hier de ce que tu m'as dit? Non. Écoutez pas les gens qui vont vous prouver qu'on l'est pas. Mais si on se dit, programmation, je suis un être d'amour, il faut comprendre que l'exercice, c'est qu'en se disant ça, j'invoque en moi, nous ce qu'on appelle un peu des fois ces traces éternelles qui ont été inscrites dans l'âme, qui sont vraiment comme ça, on rentre dans la mythologie, tu rentres dans la pyramide, puis là tu découvres un signe, puis là tu dis, oh, wow, super, qui a fait, c'est un signe, tu sais, là tu souffles un peu dessus, hein. J'ai vu beaucoup des Indiana Jones, tu sais,
Puis là, tu te dis, regarde, tu mets la main dessus, puis quelque chose s'ouvre. Pour moi, c'est exactement ça, la méditation. Tu prends une pensée, puis tu reconnais qu'elle a du pouvoir. Puis tu l'utilises. C'est une formule. Sésame, ouvre, c'est quoi, abracadabra, ou Sésame, ouvre-toi, là, puis trésor est révélé. Mais c'est exactement ça. Nous, c'est cette âme, ouvre-toi. Ils ont juste mal compris avec une graine de sésame, là. Je sais pas d'où ils ont sorti ça, mais je pense que c'était les accents arabes à l'époque. C'était sûrement ça. Mais la vraie prononciation, c'est cette âme, moi, ouvre-toi. Et voilà, c'est ça Et le baba, l'Ali Baba, il sort, il arrive comme ça de l'intérieur. Mais c'est la formule. Je suis une âme d'amour. C'est fabuleux. Puis quand on dit ça, un jour, vous allez être surpris de voir quelqu'un vous dire une vraie bêtise, puis vous allez sentir, non pas le sésame, là, mais cette âme s'ouvre-toi. Puis tu vas te dire, ah, ouais, finalement, j'ai pas de sentiments négatifs. Imaginez comment on se sent quand quelqu'un nous provoque un petit peu, puis tu sens aucun sentiment négatif. Tu sens de la bienveillance. Tu sens la miséricorde, la compassion. Tu dis, ok, je t'aime bien pareil. Est-ce que je vois autre chose que ce que tu viens juste de me dire? Je peux aller plus loin. Et je vis ce moment en ce moment. C'est ça qu'on aspire, à quoi on aspire. Et ça, c'est juste pouvoir du silence, pouvoir de la pensée. Et se libérer à travers nos exercices de méditation, c'est juste d'être conscient que nos pensées sont vraiment magiques. Et que si je dis dans ma tête, je suis capable, j'aime les gens, moi je veux juste le bien. À un moment donné, j'avais proposé, c'était à l'époque où j'ai découvert les smoothies, là, je trouvais ça fabuleux tous les matins de mettre tant de trucs dans le bidule, là, puis c'est super bon, puis écoute, puis je me suis dit, je devrais faire ça dans mes méditations. Mettre plein d'ingrédients, je mets un petit peu, puis wow, c'est une conscience qui est là. Et je me disais, c'est quoi les ingrédients dont j'ai besoin? Puis un des ingrédients, c'était juste ça, tous les matins de me dire, je suis bienveillant. Moi, mon seul rôle aujourd'hui, là, c'est d'être bienveillant. Et j'en avais plusieurs, maintenant, comme je dis souvent, les formules marchent pendant un certain temps, puis il faut les changer après. Mais à l'époque, je me disais, dans les pensées, il y en avait une, la première le matin quand je me levais, c'était « Waouh, je suis en vie, c'est génial, la vie, c'est fabuleux. » Tu sais, se dire ça tous les jours, juste d'être en vie, c'est fabuleux. J'ai pas un sou, ça c'est pas grave, mais je suis en vie. Tu sais, c'est fabuleux, la vie est fabuleuse. Combien de fois on se dit ça? Alors que des fois, tu te lèves et dis « Oh my God, il est déjà 7 heures, je suis en retard, faut que j'aille travailler, ça me va pas. » C'est pas un bon début, ça. Quand on commence comme ça la journée, ça, c'est ni une pensée positive, ni une pensée élevée, ni une pensée pure. Et c'est sûr, ça va pas créer le bonheur. Mais se lever et puis se dire, waouh, la vie est fabuleuse, je suis en vie. Puis après, je me disais, mon seul rôle aujourd'hui, d'être bienveillant. Après, je me disais, tout ce qui arrive, là, c'est correct. Tu sais, j'accepte. Peu importe ce qui arrive, ça fait partie du jeu, là, c'est OK. Je ne veux pas me battre avec ce qui arrive. J'accepte. Puis avec comme ça 5-6 ingrédients, puis après on change. Et quelques mois plus tard, tu trouves une nouvelle recette de smoothie ou tu l'échanges avec quelqu'un. C'est quoi ta recette toi le matin? Et on fait ça, quoi. C'est ça, les yogis, le langage de yogi entre eux, c'est beaucoup ça. Ouais. On s'échange nos recettes spirituelles. Mais c'est ça. Donc la méditation, c'est juste à quoi je vais penser? Ma pensée est magique. Et elle crée du silence. Puis ce silence va amener un pouvoir. Et quand la pensée se matérialise, se concrétise ensuite, tu te dis, waouh, ça marche. Et on change les choses autour de nous. On change véritablement la qualité de notre vie. J'étais avec des amis en ce moment, puis je me rendais compte le nombre de gens que je connais aujourd'hui, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me dis quand même, moi je trouve que c'est beau dans une vie. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup d'amis. Je trouve que c'est plus gratifiant d'avoir beaucoup d'amis que beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent serait pas mal non plus. Mais... Non, enfin, c'est un autre sujet. Hein? Enfin, un autre sujet. D'avoir beaucoup de gens qu'on aime, c'est spécial quand même. Est-ce que ça vous va comme concept? C'est tout simple. Hein? On répète la même chose tous les mercredis. Hein, by the way, ceux qui sont... moi non plus d'ailleurs.
Je comprends rien de ce que je dis, alors c'est pour ça que je répète. J'essaye de me comprendre. Je dis toujours, c'est de la thérapie publique ce que je fais en ce moment. Je veux y arriver, je veux y arriver. Mais c'est juste une notion de reformuler à chaque fois la même notion, parce que la méditation, c'est tellement simple. C'est je suis ce que je pense. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? On recommence, quoi. Toujours pareil. Mais alors on peut l'expérimenter aussi. On peut faire un exemple. Moi, vous avez des questions, des commentaires, ou des plaintes à formuler? Non, ça va. Alors, on va faire une expérience. Et je propose de... C'est ça qu'on aime après, l'idée qu'on a le mercredi, hein, c'est juste des pensées, il n'y a rien de vrai dans ce que je vous raconte, c'est juste pour vous stimuler l'idée. Et puis après, ben, on le pratique, puis c'est à chacun d'en faire l'expérience. Oui, on fait notre propre smoothie après. Tu pars avec une recette, mais tu l'adaptes en fonction de ce qu'il y a à la maison. Ah. Tout d'abord, on prend le temps de bien respirer, puis de vraiment apprécier physiquement d'être là. Juste de se dire que c'est très bien d'avoir pris le temps ce soir d'être ensemble, d'être dans un environnement positif, de pouvoir détendre le corps complètement. Prendre une très grande respiration et sentir l'air qui rentre dans le corps. Juste cette force vitale. Faire l'expérience de toute la puissance du corps physique. Et parfois, ça fait du bien juste de s'émerveiller devant toute la perfection du corps. Comment on respire, comment on mange, comment on peut voir à travers les yeux. En fait, comment on fait partie de la vie. Et tout en prenant le temps de bien respirer, de sentir combien le corps se détend totalement. On concentre toute notre énergie au centre du front. Il est facile de ressentir au centre du front une énergie pure. Comme s'il y avait au centre du front une force lumineuse. Puisque c'est là que je crée mes pensées. C'est là que j'existe. Et consciemment, je me dis que je suis une âme. Une énergie vivante au centre du front. Et que c'est moi l'âme qui anime le corps, qui vit dans le corps. C'est moi l'âme qui pense. C'est moi l'âme qui ressent. C'est moi l'âme qui possède une personnalité. Mais j'agis à travers le corps. Et je vis à travers le corps. Et en prenant conscience de l'énergie de l'âme, c'est comme si je déclenchais
une perception, une capacité à voir la paix, l'amour et le bonheur. Et simplement en ralentissant mes pensées, en appréciant de penser lentement, c'est comme si mes pensées s'emplissaient de paix. Alors je me dis que je suis une âme paisible. Et en ce moment, je ressens la paix. Je peux même ressentir une vibration de paix tout autour de moi. Je continue à ressentir au centre du front cette énergie pure, cette légère pression au centre du front. Et je prends conscience du pouvoir de mes pensées. Je me dis que chaque pensée peut créer une réalité. Alors je mets dans mes pensées le mot paix. Je pense à la paix. Je ressens la paix. Je propage la paix. Et je ressens de plus en plus toute la présence du silence. Juste le fait d'être assis ici et d'émaner la paix. D'être un peu comme un phare qui est juste là, immobile, mais qui propage la lumière de la paix tout autour. Et j'envoie de la paix tout autour de moi. Je peux même penser à des gens que j'aime et leur envoyer un regard de paix, une vibration de paix, une pensée de paix.
restant dans cette expérience de paix et de silence, j'ai le sentiment de réapprivoiser mon esprit. Je sais que les pensées viennent parfois me distraire. Et je ramène toujours l'esprit très doucement vers la paix. Eh bien, je vois plein de visages souriants, alors c'est bon signe, c'est bon signe. Vous ressentez quelque chose ou... C'est calme, non? On pourrait rester comme ça très longtemps pour moi. Alors, il va falloir bouger ça, hein, il va falloir l'amener ailleurs. Pas obligé, mais on va bouger le corps un petit peu. Je voulais vous inviter aussi pour vendredi soir. On a un invité vraiment sympa, Ken O'Donnell, un grand voyageur, un gars qui a commencé son cheminement spirituel à 20 ans, a fait le tour du monde, s'est retrouvé nez à nez avec les Brahma Kumaris en Angleterre. Il a rencontré la petite Yoda Brahma Kumaris, là, la petite dame de 4 pieds 7, tu sais, qui s'appelle Daddy Janki, c'est la dirigeante des Brahma Kumaris qui a 102 ans maintenant. 102 ans, oui. Elle fait même 4 pieds 5 maintenant, je pense. Mais vraiment une personnalité exceptionnelle et Ken était un de ceux qui l'a rencontré à ses tout débuts dans les années 70, dans l'époque des Flower Power People. Et ouais, tu connais ça. Hein, ouais. C'est le bon vieux temps, oui. Et, et il a ensuite été vraiment profondément marqué par ce qu'il a découvert dans la spiritualité. Il a ouvert plein de centres en Australie, après il est allé au Brésil, puis aujourd'hui c'est un des principaux coordonnateurs au niveau de l'organisation qui s'occupe de tous les centres en Amérique latine. Il a appris l'espagnol, le portugais, il parle un peu français. C'est une espèce de coach de vie avec tout un tas de gens d'affaires, un gars aussi de structure. Il a étudié en chimie, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Et gars vraiment intéressant. Pour nous, pour moi, c'est un des professeurs principaux de l'organisation. Puis quand on va en Inde, quand il est là, moi, je rate jamais ses ateliers. Il y a vraiment, vous allez voir physiquement, alors, tout à fait ordinaire, mais écoutez bien ce qu'il raconte. Il y a vraiment un esprit sharp. Puis il est vraiment très homme. C'est un gars, un très bon chanteur. Il nous a fait, on a des CD de lui. Il nous fait pleurer. C'est lui dont les chansons sont tellement tendres. Il a une voix un peu à la Bob Dylan ou même époque là. Puis il chante là. Écoute, c'est à brailler ses chansons. C'est tellement tendre. Puis c'est bien sympathique. Alors, si vous avez la chance, vendredi soir, moi je ferai le guignol, alors donc je traduirai en français.
Et lui, il sera très sérieux, puis il va vous parler de choses profondes. Moi, je fais juste ça pour que personne s'endorme, mais il faut l'écouter un petit peu, il est très intéressant. Donc, vendredi soir. Alors, venez si vous avez la chance. Et dimanche soir, si vous pouvez pas vendredi soir, dimanche soir, il fera la méditation. Et c'est lui qui animera la soirée du dimanche aussi. Donc, dimanche, je pense c'est 7 heures aussi. 7 à 8h30, ouais. Vendredi, c'est à quelle heure? À 7 heures, mais je vous conseille de venir un peu plus tôt, parce que ça risque d'être assez plein. Et il fera chaud dans la pièce. C'est en français? Ce sera en anglais, avec traduction française par le Guignol. Vendredi en anglais. Vendredi et dimanche, c'est bilingue. On fera dans les deux langues, ouais. Lui parle anglais, mais je traduirai en français. Ouais, si j'y arrive, parce qu'il est vraiment... il est assez, comment je pourrais dire, incisif. Il y a vraiment des mots... il parle très très bien anglais, bien sûr. Il a écrit beaucoup de livres. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup ici. Puis Svenage, ils en ont beaucoup. Il a écrit, je sais pas, une dizaine de livres. Puis il est habitué à aussi donner beaucoup d'ateliers avec les dirigeants d'entreprises, membres du gouvernement. Vraiment, vous avez une stature intellectuelle assez hors du commun. Enfin, j'ai peut-être survendu finalement. Non, il n'est pas si... Non, il n'est pas... Enfin, venez, c'est pas grave. Il y aurait des petites sucreries, ça c'est toujours bon. Au moins à la fin, il y a une sucrerie. Hein. Non, vendredi, c'est vraiment une conférence sur aller au-delà de ses limites. Et dimanche, c'est vraiment juste la méditation, mais il va expliquer un petit peu la méditation avant, puis il va faire des commentaires comme j'ai fait tout à l'heure. Mais dimanche, il n'y a pas de conférence comme telle. C'est juste vraiment 1 heure de méditation avec lui. Je sais pas, je vais lui demander s'il veut sortir sa guitare, mais on verra. Alors, bonne soirée, content de vous avoir vu, puis ben...